Mais tout de suite, place aux grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour et bienvenue, et puis réjouissez-vous, car dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Michel Leb, qui reprend un grand rôle dramatique dans l'un des plus vastes théâtres de Paris. Voici vos grosses têtes. À l'école, déjà, ce qu'il comprenait le mieux, c'était le principe des vases communicants. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Les libraires regrettent qu'il n'ait jamais débité son quintal en livres dans leur boutique. Bernard Mabille. Bonjour. Une petite nouvelle que nous avions accueillie voilà quelques mois comme invité d'honneur. Et passant de l'onde aux ondes, elle jette l'encre parmi nous. C'est Peggy Bouchet. Bonjour. Quel accueil. Aujourd'hui, il n'a plus de fusée que dans son pantalon. Vincent Perrault. Il pédale moins vite depuis que ses sacoches ont tendance à traîner par terre. Jacques Balutin. Bonjour. Alors, félicitons-nous de l'arrivée parmi nous d'une grosse tête. Je dirais pas en jupon, parce que bon, c'est pas son style. Il fait trop froid. Vous auriez dû me prévenir, Philippe, j'aurais amené mes cachous. Mais on nous accuse de machisme. Et en fait, c'est parce que les femmes sont trop occupées pour nous rejoindre. Bien sûr. Elles font la lessive, le ménage, tout ça, l'aspirateur. Et il y a toujours une place au moins, et parfois deux. Et si possible, 3, j'irai pas plus loin. Mais là, vous en avez trouvé une mignonne, quand même, pour une fois. Bien. Écoutez, Ça change des vieilles, d'habitude. Ça y est, tu vas commencer à draguer, Bernard. Ça y est. Enfin, je trouve que Philippe, avec le coup de l'onde aux ondes, lui a fait le coup du poème dès le début. Non, écoutez... Il est toujours très délicat, comme d'habitude. Elle a jeté l'encre. Avec les femmes, faut être gentil à la première minute, parce qu'après, on ne sait pas si on pourra continuer. Alors, Ça dépend de la femme, ça dépend de l'homme. Oh, bah écoutez, c'est un gentleman agreement. En fait, il y a très peu de gentlemen parmi nous. Très Oui, peu. complètement. Il n'y en a même pas du tout. Il y en a même pas. Alors, je voudrais vous parler un peu du procès Clearstream. Ah bah oui, parce qu'on n'entend pas beaucoup parler. On n'entend pas beaucoup parler. Écoutez, ça fait 5 ans qu'on en parle. Et hier, on a su pourquoi on avait déployé ces trésors d'éloquence et pourquoi on avait mobilisé des centaines de magistrats, de journalistes, de policiers et de témoins. Eh bien, c'est pour que le principal accusateur, entre guillemets, demande au principal mis en examen 1 euro. Ah bon? Oui. Et encore, il ne sera pas obligé de le payer parce que c'est symbolique. Ah bon. Ah oui. Alors, vous vous rendez compte, Alors, 1 il a euro payé des 4 heures pour... Tout ça. pour 1 euro. Et la condamnation, Mais il on a la plaidé, connaît ou c'était pas? tellement long, il paraît que tout le monde s'endormait. Oui, mais ils sont fatigués. Hein. Ils sont morts et ça dure mais ils sont depuis 4 fatigants ans. aussi. Hein. Il y a une belle brochette d'avocats, quand même. Ah oui, oui, ah oui. Ah oui, c'est très vrai. belle, très belle. C'est bon. Et- Moi, il y en a un qui me fait marrer, c'est celui qu'on voit toujours à la télé avec des lunettes. Avec On des dit- lunettes, Oui, ah oui, il a oui, des oui. lunettes sur le nez, on se demande si c'est pas des lunettes pour son nez. Et pas pour ses yeux. C'est très bizarre. C'est l'avocat de Villepin, oui. Alors, on a passé à la loupe les différentes images, métaphores employées devant le tribunal depuis le début, c'est-à-dire depuis le début du mois. Oui. Et ce sont les comparaisons animales qui dominent. Ah oui. D'abord, il y en a un qu'on a accusé d'être corbeau et qui a dit plutôt que d'être corbeau, je suis le pigeon. Oui, d'accord. Ensuite, il y a le général Rondeau qui Ah, a le dit- général Rondeau. Le brave général Oui, Rondeau. le brave général Rondeau. Il a dit on m'accuse d'avoir le QI d'une pétonque. Pétanque, oui. Et c'est pas vrai. Non, c'est celui d'une huître. Encore, si vous pourrez essayer de gentil. Villepin, ça fait un peu renard argenté, hein. Et il n'y a rien sur la levrette. Non, mais alors, celui qui avait un petit peu aidé à préparer les listings, il a dit « Je suis le raton laveur d'un inventaire à la Prévert ». Ah oui. Ah, c'est joli ça. Oh, ça, on nous la sort tout à l'heure. Ça, c'est sorti toutes les 5 minutes, ça. Vraiment, c'est la tarte à la crème. Le raton laveur d'un inventaire à la Prévert, n'importe qui peut le faire. Oui, mais On enfin, l'entend souvent.
pour le faire devant un tribunal, encore faut-il être accusé ou avocat. Ce que vous n'êtes pas, monsieur Perroni. Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, c'est ce que j'allais vous dire. Lui, il serait plutôt avocat crevette, hein. Alors, un joli dessin de Willem dans l'IB, et avec cette légende, on voit des énormes hélicoptères américains qui tournent au-dessus de l'Afghanistan. Et Willem dit si Ben Laden avait volé le scooter de Jean Sarkozy, on l'aurait retrouvé depuis longtemps. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Ah, le pauvre Jean Sarkozy, hein, il voulait qu'on parle de lui. Là. C'est vrai, oui, oui, oui. Il est un peu dépassé. C'est comme au procès, il lui faudra un avocat de la défense. Ah bah il a voulu tâter de la politique, il voit ce que ça donne, au moins il sait ce que c'est. il le dit. Ouais. C'est vraiment un métier... Difficile. Ah oui. Non, Hein difficile. C'est dur d'être le fils d'un président. Hein. Oui. Ah oui. Mais finalement ça ressemble un peu à la boxe. On prend des coups en permanence et on voit si on arrive à se relever. Oui, cela dit, bon, il faut être tout très fort ou douillet. L'actu passée à la moulinette, c'est avec Philippe Bouvard et ses grosses têtes Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Vincent Perrault, Peggy Boucher et Jacques Balutin. Parlons un peu de nos amis iraniens. Qu'est-ce qu'ils sont sympathiques, ces gens-là. Hein, oui. Le président, c'est un amour. Je ne Hein. veux pas que le président il ressemble à Benoît Hamon, porte-parole du PS. En plus Avec une barbu. moustache. Avec une En plus moustache. sympathique. Parce qu'il est rasé à Pas dur, Il est remarque. plus souriant qu'Hamon. En plus, alors, il n'a pas à se méfier des grandes Non, puissances, puisque les grandes puissances proposent à l'Iran d'enrichir son uranium. Ah oui. Oui, mais à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est? Oui, mais qu'est-ce que c'est gentil. Ah oui. Alors, pour les enrichir, on pourrait peut-être faire appel à nos banquiers, parce qu'ils ont repris leur spéculation. Ah bah, ça, ils s'en remettent plein les fouilles, là, ça y est, c'est rebarré comme en 14. Oui, oui. Ça revient bien, la bourse remonte. On va pouvoir aller retourner dans les banques pour braquer du pognon. Il y a bien que ça qui remonte sur ce plateau. Mais parle pour toi. Mais je mon parlais cher pour moi. Jacques. Alors, réapparition de Frédéric Mitterrand, notre ministre de tutelle. Oh Oui. là là. Et un garçon bien sympathique qui a aussi des problèmes. Oh, hein. taisez-vous. Oh là 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 là. Bah, Il nous était aussi. mieux à la Villa Médicis. Qu'est-ce qu'il est venu se faire chier ici C'est beau la Villa Médicis. Là-bas, Faut dire, hein. C'est regardez. joli comme endroit. Il y a le fils d'eux qui a des soucis, il y a le neveu d'eux qui a des soucis, c'est tout. Ouais, ouais. Il Faut aime pas être les de nobles. famille. Faut pas être de famille. Faut pas tout mélanger, de toute Moi, façon. je la m'appelle De Gaulle, politique, je vais la famille. pas me présenter. Qu'est-ce qu'il a fait Alors, notre ami Fredo, puisque c'est comme Fredo, ça bien sûr. qu'on l'appelle, il veut porter plainte contre le clip d'un rappeur. Ah oui, je l'ai vu. Ah la oui, police, oui. Ouais, je l'ai vu le clip. Qui attaque la police. Ouais. Alors il dit intelligent. j'ai 40 meufs et j'ai toujours la dalle. Alors traduisez en langage courant. Bah, j'ai 40 bonnes femmes. et J'ai puis 40 filles, j'ai toujours faim, envie ouais. quand même. Voilà. Non, c'est pas j'ai toujours faim, ça veut En dire même j'ai temps, tu fais toujours le envie côté d'en très avoir politique. Oui, d'autres. ça, il en veut une 41e. Il en est un veut peu 40. comme Alors toi. bon, ça 40 meufs et la dalle, bon. Moi, j'ai 40 meufs, j'ai toujours la dalle. Oui, ça encore ça passe, mais quand il ajoute, pour que ça rime bien sûr, je nique la police municipale. Ah oui, là. Alors là, je traduis là, Jean évidemment. et sergent de ville. Je traduis en langage courant. Il n'y avait pas besoin de traduction là. hein. Alors, naturellement, ceux qui défendent le rappeur et la liberté d'expression disent que dans la plupart des films, il y a des policiers et que les policiers, ils n'ont pas toujours le bon rôle, et c'est vrai. Mais Ah, pourquoi mais- c'est attends, pourquoi le c'est Fredo rappeur. qui proteste et pas Hortefeux Le rappeur tire au Parce revolver. que c'est- Parce que le rappeur est un artiste et que les artistes, ça, on l'a va. vu avec Polanski, dépendent de Frédéric Voilà. Mitterrand. Et puis on dit qu'il y a outrage à la liberté d'expression, Oh là là. que le Frédéric rapport devrait Mitterrand dire qui ce avait qu'il voudrait. soutenu Aurel San, qui avait fait un rap contre les femmes violent, plus que violent. Le coup de sang, c'est celui de Bernard Mabille. Alors un coup de sang contre l'incontrôlable Arnaud Montebourg qui a déclaré sans rire que même une chèvre pourrait être élue à Neuilly. Oui, c'est pas très gentil pour nos amis les bêtes. Rappelons que les socialistes ont voté pour une bécasse en Poitou-Charentes et pour un âne aujourd'hui en retraite dans une écurie de l'île de Ré. Un coup de sang contre ceux qui tirent à boulet rouge sur Jean Sarkozy, le dénonçant comme un fils à papa. Ils ont pour nom Martine Aubry, fille de Jacques Delors, Louis Giscard d'Estaing, fille de Valéry Giscard d'Estaing, Marine Le Pen, fille de Le Pen, et le toujours souriant Benoît Hamon, fils de Marcel. Un coup de sang contre Marie-Georges Buffet, qui a dérangé un journaliste de l'AFP afin de lui faire savoir que bien que s'appelant Buffet,
Elle n'était pas la fille d'Henri II. Ah là c'est... Là, non. Là c'est la brocante. Là, il faut... Ah oui. Un coup de sang contre ce foutu tirage au sort footballistique qui fait tomber l'équipe de France contre l'Irlande. Nous allons jouer les barrages contre la pire des équipes. Et déjà, tout le monde s'affole. Que faire? Ne jouer que la mi-temps? Aligner 15 joueurs? Mettre 2 gardiens de but? Non, une seule solution simple et facile. Remplacer Domenech par quelqu'un qui passe aisément tous les barrages. Je parle de Jean-Pierre Trébert. Un coup de sang contre ces salauds qui capturent les chats dans les rues de Tarbes. Vous l'avez lu, ça? Non. Ils en sont à 45 et ce serait pour faire des gilets. C'est vrai que c'est beau, un gilet en peau de chat. Et voilà les habitants de cette ville réduits au coït zéro. Sans son chat, comment veux-tu que la Tarbaise? Un coup de sang contre Jérôme L, qui est vraiment mauvais joueur, qui a dénoncé ses petits camarades et porté plainte pour agression sexuelle. Fêtant son anniversaire sans doute bien arrosé, des copains l'ont attaché à un arbre et simulé une sodomie, tandis que les autres filmaient avec leur portable, tout en l'insultant. Qui étaient ses copains? Pas des élèves en bizutage, mais des gendarmes. Oui, des gendarmes en déplacement à Duny. Ah, on sait s'amuser sous l'uniforme. Quant à gendarmerie, dans la gendarmerie, tous les gendarmeries dans la gendarmerie. Un jeu qui devrait perdurer, ce ne sont pas les trous du cul qui manquent dans la police. Un coup de cœur pour Bernard Thibault qui vient de rentrer dans le Wouzou, à chacun son livre rouge. Hein. Je ne sais pas si l'illustre bouquin cite la plus jolie phrase du leader de la CGT. Ce que j'aime le plus dans les manifestations, c'est de voir la queue de mes camarades s'allonger derrière moi. Il aurait fait un bon gendarme. Et enfin, un coup de cœur pour Nicolas Sarkozy qui ne cesse d'améliorer sa culture et qui est allé au théâtre, voir La Cage aux Folles. En réalité, il voulait voir l'excellente Amanda Lear dans Panique au ministère, mais il a eu peur que ça lui rappelle le boulot. Merci Bernard Mabille. RTL. Les grosses têtes. C'est à 9h30 demain matin que Philippe Bouvard vous attend pour l'enregistrement des grosses têtes. Les invités d'honneur Fiona Gélin et Françoise Dorin. Alors, un invité surprise que nous connaissons bien, Albert Uderzo. Bonjour Albert Uderzo. Bonjour Philippe. Et bon anniversaire, même si vous devez être un peu lassé à la longue de toutes ces commémorations. C'est beaucoup de travail, effectivement, pour un homme de mon âge. Mais bon, j'essaye d'assumer comme il se doit. Là, on ne peut pas laisser passer le 50e anniversaire. Et d'ailleurs, il y a peu de gens qui l'ont laissé passer. Vous avez été surpris que certains Bretons revendiquent d'habiter le vrai village d'Astérix? Oui, c'est une aventure assez étonnante. C'est un village que je connaissais pour avoir fréquenté un village en bordure de mer, bien sûr, qui s'appelle Erquy, et qui fait que il se trouve que ce Erquy, ce village, a devant lui 3 rochers. Or, quand j'ai dessiné la carte où se situe le village, j'ai mis inconsciemment 3 rochers, et donc automatiquement ils en ont déduit que c'était forcément chez eux que le village était placé. Et une chose étonnante en plus, c'est que au-dessus du village, il y a une espèce de lande qui s'appelle le camp de César. Alors il y a des choses comme ça qui sont assez impressionnantes et qui font qu'on se demande où on est allé chercher tout ça. Alors est-ce que les gens de ce village en tirent un bénéfice touristique? Je ne sais pas, mais ils avaient essayé d'en tirer parce que c'est un petit port qui est très connu pour la pêche aux coquilles Saint-Vague. Et alors, ils avaient commencé d'ailleurs à faire en sorte qu'ils annonçaient dans leur timbre le village d'Astérix et le port des coquilles Saint-Vague, ce qui nous a un peu gênés parce que c'était pas du tout étudié pour quoi. Alors, cet anniversaire, bon, il suscite beaucoup de réactions, d'autant que il s'accompagne de la parution du 34e album. Hein. C'est ça, oui. Le dernier, non? Ah, je n'espère pas, non. Philippe, laissez-moi encore un peu de supposition. Est-ce que vous avez commencé le suivant? Non, mais j'y pense. Je l'ai dans le fond de moi-même. Je ne sais pas du tout s'il arrivera à éclore complètement, mais j'ai une petite idée, quoi. Il s'appelle comment, le dernier album? Le dernier album, c'est un album qui a fait grincer des dents à pas mal de critiques,
n'est-ce pas, mon ami Perroni, qui a eu le courage j'ai beaucoup de reconnaissance pour la petite lettre qu'il m'avait fait parvenir. Dernier album, c'était Le ciel lui tombe sur la tête. Voilà. Et puis il y a cette exposition au musée de Cluny. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui me paraît très bien, puisque nous allons pouvoir montrer aux lecteurs comment se fait une bande dessinée et la progression qu'il y a eu depuis 50 ans sur l'apparition de ce personnage. Ce qui me frappe chaque fois que je vous entends, c'est le fait que vous êtes devenu un des historiens les plus autorisés aujourd'hui de la période gauloise, sur laquelle on ne connaissait pas tellement de choses, hein. Bon, disons que inconsciemment, sans le vouloir, nous avons remis les Gaulois un petit peu au goût du jour, qui était un peu oublié, mais nous n'avons jamais eu la prétention, Goscinny et moi, de faire une véritable histoire, ça va sans dire. Comment ça se fait qu'avec ce thème gaulois, il est si peu question de sexe dans vos albums? Ah, ça y est, parce que, ça y est, Cochonou est de sortie, là. Oh là là, bon pauvre Albert, oui, tu sais. Si je pouvais en faire un peu, mais malheureusement, disons que le cours des choses ont fait que nous étions tenus très sévèrement par une censure. Parce que nous adressons d'abord, et nous adressions surtout d'abord aux enfants. Et à partir de ce moment-là, on s'est censuré soi-même, et on a continué à se censurer parce que aujourd'hui, si je me mettais à faire du sexe dans Astérix, je ne sais pas si ça plairait tellement d'ailleurs aux lecteurs. Puis deuxièmement, ça serait un peu forcé sur les modes d'aujourd'hui. Parce que il y a des choses qui arrivent maintenant et qui étaient imprévisibles. Est-ce que René Goscinny n'était pas un grand pudique? C'est certain. Il l'était. Il cachait cette pudeur d'ailleurs avec son humour. J'ai toujours expliqué que le fait qu'il fasse de l'humour avec surtout devant les jeunes damoiselles qu'il rencontrait, c'était pour cacher une timidité assez profonde, et il s'en sortait en faisant des mots et des calembours et son humour extraordinaire. Quand vous faites aujourd'hui le compte des albums vendus depuis le début, vous arrivez à quel total ? Oh, je n'ose pas trop en parler parce que il est malséant, paraît-il, pour un auteur, quand il a du succès, de donner ses chiffres de vente. Mais vous l'avez dans la presse, maintenant c'est raconté partout, et j'éviterai, si vous voulez, par pudeur, de vous les donner. Enfin, ça dépasse 300 millions ? Voilà, vous avez trouvé le... Il y a un truc qu'il faut dire à Albert, c'est que des cancres comme moi, quand on était au lycée, qui faisions du latin, on n'était pas très bon en latin, tout ce qui nous reste un peu de latin, on l'a gardé des albums d'Astérix. Hein. Oui. Il y avait toujours des citations, des choses comme ça. Oui, et ce qui est étonnant, c'est que ni René ni moi-même n'avons étudié le latin. Est-ce que vous aviez lu quand même les commentaires de César ? Bien sûr. Ah oui, quand même. Ça, c'est obligatoire. Oui, oui. Mais notre latin sort directement des pages grosses du dictionnaire. Oui, c'est ça. Merci, et puis bon anniversaire en attendant le prochain. Merci Albert Uderzo. Merci à vous. Au revoir Albert. Les grosses têtes. RTL. Nous retrouvons Philippe Bouvard et ses grosses têtes. Voilà, l'équipage de notre petit paquebot est composé aujourd'hui de Jean-Jacques Perroni. Présent. De Bernard Mabille. Présent. De Vincent Perrault. Présent. De Peggy Bouchet. Présent. Et de Jacques Bellutin. Présent. Et puis un invité d'honneur dont la présence nous réjouit toujours. Il réendosse dans 12 hommes en colère l'habit du fameux 8e juré. C'est Michel Leb. Asseyez-vous, cher Michel Leb, et prenez position dans ce fauteuil de dentiste. Alors, c'est nouveau. Ah oui, c'est spécial. Oui, c'est spécial. C'est-à-dire, c'est pour donner un petit côté plus hygiénique, plus sanitaire à notre interview. Et ça va vous rappeler une chanson que vous avez dû fredonner. Debout devant le dentiste, je lui fais un sourire de crétin. Il me pousse dans le fauteuil et crie en piste. Il a des tenailles à la main. Et voilà. Alors bon,
naturellement quelques outils. Bon, c'est pas très moderne, mais c'est efficace. Un marteau-piqueur. Et puis, bon, après certaines confidences, la possibilité de vous rincer la bouche. Voilà. Et puis, soyez détendu. Apparemment, vous n'avez pas de problème dentaire. Hein? Mais j'en ai plus depuis que je consulte. Ah, oui. Depuis que je vois le bon docteur Hutt. Tout le monde connaît. Ah oui, hein? Oui. Non, il sent pas bon votre bonnet là. Je sais pas qui est-ce qui a craché là-dedans, mais ça pue. Hein. Vous trouvez? Ah mais c'est effrayant. Ah oui, peut-être qu'il faudrait d'ailleurs prendre des précautions aujourd'hui. Hein. Ouais. Oh, dites donc, il y a des employés de la principale entreprise qui fabrique les masques anti-grippe qui se plaignent parce que ça pue. Non, parce qu'ils n'ont pas de masque eux. Ah oui? Ils en ont fabriqué 2 millions et il n'y en a pas pour eux. Alors, vous voici donc placé dans les conditions de l'interview incisive. Comment expliquez-vous, au moment où vous allez reprendre 12 hommes en colère, le succès durable de cette pièce et votre attachement personnel? Bon, écoutez, d'une part, je crois que cette pièce est extrêmement moderne, elle est complètement d'actualité. Hein, elle traite d'un sujet qui est fondamental, c'est la justice, donc ça c'est quelque chose d'éternel et d'universel. En plus, c'est une enquête policière, c'est vraiment comme une enquête, quoi. C'est un thriller, hein, c'est un thriller. Vraiment, c'est construit comme un thriller. Et puis, le fait de l'avoir joué il y a 12 ans, ça a été un tel moment de bonheur, aussi bien sur le plan humain que sur le plan professionnel, que j'avais envie de retrouver cette troupe, cette équipe comme ça, même s'il y a 6 nouveaux acteurs, il y a vraiment un bonheur extraordinaire à participer au collectif comme ça. Et comment une pièce jouée des milliers de fois peut-elle conserver son suspense? Bien, parce que même si effectivement on connaît l'issue du spectacle, il y a tout un processus, toute une enquête, comme je vous le disais. Le jury numéro 8, vous voulez que je vous donne le pitch en 2 secondes? Voilà. Oui. Alors le pitch est très simple. Ce sont 12 jurés et qui doivent statuer sur l'innocence ou la culpabilité d'un jeune garçon, d'un adolescent, d'un latino. Ça se passe aux États-Unis dans les années 50. Et donc, pour la loi américaine, il faut l'unanimité. Donc, il faut que tous les jurés soient d'accord sur la culpabilité ou l'innocence. Et au début du spectacle, on demande quels sont les jurés qui sont pour ou contre. Tout le monde lève la main, sauf un qui dit non coupable. Et c'est moi. Bon, et ça commence. Et à partir de là, il faut renverser petit à petit tous les bastions, les uns après les autres, pour essayer de savoir s'il est innocent ou coupable. C'est une pièce extraordinaire. Oui, merci, c'est bien, c'est pas mal. Est-ce que l'erreur judiciaire est aussi fréquente des deux côtés de l'Atlantique? Bon, j'en sais rien, mais il y a des erreurs judiciaires partout. On est en plein dedans aujourd'hui. Elles sont plus graves aux États-Unis parce que quelquefois on s'en aperçoit quand le condamné a été exécuté. Hein. C'est vrai. Puis c'est pas la première fois qu'une série de faits accuse quelqu'un qu'on apprenne des années plus tard qu'un autre a avoué son crime. Est-ce que plaider coupable simplifie un procès? C'est-à-dire. Je sais pas. Ça, on a tendance à le faire en France maintenant. Hein. Oui. On est au bord. Écoutez, oui, même aux États-Unis, il y a eu il y a 32 ans, quelqu'un qui a plaidé coupable. Il y a 32 ans. Oui. Il s'appelle Roman Polanski. Ah oui. Non, c'est un sujet passionnant, quoi, pour les spectateurs comme pour nous d'ailleurs. Quand on est, on a l'impression que le public dans la salle est avec nous dans cette pièce, dans ce huis clos. C'est extraordinaire comme sensation. Il y a le problème de l'identification de l'acteur à son rôle que on a évoqué beaucoup depuis le boulevard du crime, c'est-à-dire que on est plus ou moins sympathique au public selon le rôle qu'on a accepté de jouer. Il y a le criminel qui est toujours malvenu. Vous aimeriez jouer un criminel, hein? Oui, ce serait amusant, oui. Oui. Pour un acteur, tout est bon, à partir du moment où il le fait avec conviction. Si je peux être convaincant dans un rôle de tueur, pourquoi pas? Oui. Au contraire, ça permet de se défouler un peu. Hein? Oui, j'adore vos bruits, là. Mais je peux les faire, hein. C'est pas la peine de mettre des bandes-sons, hein. Je peux les faire. Je peux les faire. Votre casier judiciaire est-il vierge? Ah oui, complètement, oui. À moins que j'ai fait des choses sans le savoir, complètement bourré, c'est possible, ce qui ne m'arrive jamais d'ailleurs. Moi, à chaque fois que je demande un extrait de casier, on m'envoie 12 bouteilles de rouge. Quel plaisir peut trouver un comique dans le contre-emploi?
Ça, c'est une question qu'on m'a posée souvent. J'avoue que quand j'ai joué pour la première fois 12 hommes en colère, tout le monde me disait tu es complètement fou, t'as une autoroute dans l'humour, qu'est-ce que tu t'emmerdes à aller jouer des rôles dramatiques, etc. Mais on éprouve tous le besoin de dire des choses. Et dans cette pièce en particulier, il y a des choses fondamentales, des thèmes, des sujets qui me tiennent à cœur, qui m'ont toujours tenu à cœur. Le respect de l'autre, la lutte contre les a priori, les préjugés sous toute forme, le racisme, la ségrégation sous toute forme également. Toutes ces choses-là, moi, me préoccupent. Et dans cette pièce, c'était dit, c'était montré, c'est dit et c'est défendu. Et c'est pourquoi j'ai envie de le jouer comme ça. Maintenant, demain, si je dois jouer Madame Doubtfire ou Trois Partout ou Le Tombeur ou jouer même avec Balutin, que j'adore, et je le dis tout le temps parce que c'est un acteur que je vénère, que j'adore. D'abord parce qu'il pédale bien, et puis surtout parce que il habite Boulogne, ça c'est aussi une bonne raison. Et puis voilà. Et donc voilà, pour moi il y a vraiment aucune différence franchement entre jouer un rôle dramatique et une comédie, entre une salle qui réagit avec une salve de rire et une grande écoute comme dans cette pièce-là, c'est exactement la même. Je ressens la même émotion, quoi. C'est la même chose. Enfin, c'est aussi gratifiant de montrer que on n'est pas réduit à un seul emploi et qu'on sait tout faire. Hein. Oui, ben, surtout qu'on a envie de toucher à tout. Moi, je suis un touche à tout. Voilà, un propre à rien et un bon à tout et un propre à rien. Suite des grosses têtes. Aujourd'hui, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Vincent Perrault, Peggy Boucher, Jacques Balutin et l'invité d'honneur de Philippe Bouvard, Michel Leb, pour la pièce 12 hommes en colère au Théâtre de Paris. Première citation envoyée par M. Borel qui a dit « Un acteur est un menteur autorisé, mais c'est un menteur. » Audiard. Sacha Guitry. Audiard. Sacha Guitry. Bonne réponse de Balutin. Oui, mais lui, il vient souvent. Hein. Bravo, Et là, tout le temps, c'est les mêmes questions qui reviennent. Oui, tu dis Sacha Guitry, t'as une chose sur deux. Ou Alphonse Allais ou Sacha Guitry. La deuxième citation Vincent vient... Perrault, que j'aime bien aussi, mon petit Vincent Perrault. Ça va, vous, Michel? Vous avez joué avec lui, non? Non, j'ai pas joué avec lui, mais on a fait des émissions ensemble à l'époque où, je sais plus, il n'y a pas tellement longtemps. On s'est beaucoup amusé. Qu'est-ce qu'on a ri. C'était quoi cette émission incroyable que tu faisais? Je me souviens surtout d'une séquence d'un hommage à Jerry Lewis où tu nous avais fait tordre de rire. Ah oui, bah, tu penses, en reprenant la machine à écrire. C'était mon idole. C'était mon idole. Formidable, oui. C'est faux, on croirait pas que Perrault, qui va fêter bientôt ses 65 ans, a été à l'origine de la plupart des grands moments de télévision. On dirait pas, c'est vrai. Vous vous rappelez quand il faisait un numéro de duettiste avec Catherine Langer? C'était formidable. J'étais enfant. Que dites-vous aux arbres, puisque vous leur parlez, et que vous répondent-ils? Eh bien, je les embrasse, je leur demande de me donner leur énergie, leur force, leur légèreté par moment, et je sens bien qu'ils réagissent parce que je vois ils frissonnent. Les feuilles frissonnent, je sens bien qu'ils réagissent. Donc je les prends dans mes bras, je les serre fort, et puis comme ça me donne l'énergie pour la journée. C'est des arbustes alors, parce que prendre un gros chêne dans ses bras, difficile, mais oui, c'est des arbres. Par exemple, chez moi j'ai un tilleul, je me mets autour du tilleul. Voilà. Le soir, ça permet de mieux dormir. Non, faut se méfier parce que souvent les tilleuls mentent. Alors, en fait, si vous voulez, on rit comme ça, mais c'est... J'ai craché. Hein. Ça procède plus noblement d'un désir de communiquer avec la nature. Hein. Mais j'aime que ça. Je vous donne un conseil à tous ces braves gens qui sont là, et même vous d'ailleurs. Tous les jours. Mais je suis brave aussi. Oui, bah, vous aussi, bien sûr. De faire de la marche à pied. Marcher. Pas courir, parce que courir, ça bousille les articulations, mais marcher tous les matins 20 minutes, c'est extraordinaire pour la santé, pour la circulation du sang, pour l'oxygénation du cerveau, pour dégager la sérotonine, etc., et pour être de bonne humeur. Je vous assure, moi je vais marcher ce matin à 25 minutes dans le bois. J'y vais le soir et le matin dans le bois. Hein. Oui, le père, il y va que le soir. Vous êtes jamais croisé le soir avec Philippe? Mais jamais, Philippe. Il faudrait qu'on se donne un petit rendez-vous. Avec ses barésises, il l'a pas reconnu. Et la plume dans le cul. Et alors, pas seulement pour la marche, c'est pour la nature. C'est pour le plaisir de marcher, de la nature, de respirer, de se retrouver en pleine forme pour la journée. Je vous assure, marcher tous les matins, 20 minutes, c'est exceptionnel. Marchez vite, hein, pas marcher en se promenant. Et prenez des douches. Voilà, c'est les deux grandes choses que je... Avant ou après la marche? Les deux. Avant, alors, bon, vous voyez un arbre, il vous plaît, vous l'entourez de vos bras, vous lui dites quoi? Et je lui dis que je suis heureux de l'avoir dans mes bras et je suis heureux d'appartenir à son monde, à sa vie, à la nature. Ouais. Voilà. La nature, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et qu'est-ce qu'il vous répond, l'arbre? Il vous dit, il frissonne, il bouge, il tremble. Oui. Voilà, il répond rien, mais... et puis je fais un petit pipi, puis je m'en vais.
Sur l'arbre. Sur l'arbre. Sur l'arbre. Ah, c'est gentil. Ah oui, c'est une récompense. Il est content. Non, ça lui chauffe les pieds. Et ça lui chauffe les pieds. Et puis moi, ça me soulage. Et si tu veux que je te dise, tout le monde est content. Et il paraît que cette bonne action est encore plus spectaculaire quand ça a lieu avec un homme tronc. Je sais pas si c'est... RTL. C'est Michel Leb, l'invité d'honneur des grosses têtes de Philippe Bouvard jusqu'à 18h sur RTL. Est-ce que sur une scène de théâtre, les comédiens consomment de vrais alcools? Oh non, je ne crois pas. Enfin, à ma connaissance, non. Ah, il y a des chanteurs, si. Oui, il y a des artistes qui... Les comédiens, je sais pas, mais les chanteurs, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a des artistes, des chanteurs qui boivent avant d'entrer en scène. Mais, Et même pendant. Même pendant, absolument. Par exemple, Vas-y, balance. quand vous versez un whisky, c'est généralement... C'est ou du coca ou du thé. Du thé. Oui, absolument. C'est jamais de l'alcool. Pour des raisons de tempérance ou d'économie? Sûrement pour des raisons... Les deux. Parce que, non, imaginez, une bouteille de whisky tous les soirs, d'abord. On n'est pas sûr d'aller au bout. Moi, j'ai vu... Au bout de la soirée ou au bout de la bouteille? Les deux. J'ai vu des acteurs, et je citerai pas de nom, mais... Baluta, qui arrivait complètement murgé, hein, ça. Et qui le lendemain était en vélo autour de Longchamp. Puis zigzaguait entre. Ah non, Chez les terrible. femmes, en revanche, c'est plus rare, non? Pardon? Les femmes qui boivent. Ah, il y en Non. a. Déjà, Moi, un j'en homme ai- qui moi, boit, j'en c'est ai pas eu bon, une, mais alors moi. une femme, c'est pire. Une femme J'en qui ai boit. eu une, moi, en tournée. Ah oui? Ouais, c'était la première fois qu'elle faisait du théâtre. Et on l'a appris longtemps, on l'a appris vers Agen, tu vois. Agen, c'est bien, Agen. Merci. Agen, Et t'as donc, appris qu'elle j'ai fait buvait. exprès quand même. Et donc, elle a commencé, pour se donner un peu de courage, elle prenait un petit coup de whisky, mais à peine. Et quand elle est arrivée à 1 mois et demi de tournée, elle en était à demi-verre. Et un jour, elle est rentrée, et elle a déchiré. Et elle n'a pas dit un mot, mais pas un mot. Ah oui, Tu vois, elle était pétée comme une queen. Mais j'ai une histoire d'alcool, si vous avez. Vous voulez une te petite plaît. histoire? Oui. L'histoire de mec bourré alors il est minuit dans un bar et le mec il est plein complètement et le taulier lui fait bon allez, il est minuit, je ferme. Il dit non, tu me sers encore un petit verre, juste un petit verre. Je dis on ferme, il est minuit, t'es complètement bourré, je ferme. Ah non. Tu ne me parles pas comme ça. Je ne suis pas bourré. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve. Le chat qui rentre, eh ben, si j'étais bourré, je verrais 4 yeux. Or, je n'en vois que 2. Donc, je ne suis pas bourré. Le dit, le chat, il rentre pas là, il sort. Vous savez, les comédiens qui boivent, j'avais lu une biographie de Robert Mitchum qui mettait dans le cornet sévère. Et le premier film qu'il fait, il avait pour partenaire, grande vedette à l'époque, c'était Spencer Tracy, qui lui aussi mettait sévèrement dans le cornet. Et Robert Mitchum, paraît-il, lui a demandé quelques conseils et Spencer Tracy lui a répondu texte su et pas se cogner dans les décors. Alors, je peux confirmer ce portrait parce que moi, j'ai eu à déjeuner chez moi, et c'était un grand moment, Robert Mitchum. Alors, on m'avait prévenu qu'il était plutôt assoiffé, donc j'avais prévu quelques bonnes bouteilles. Et au milieu du repas, rupture de stock. Ça, c'est dur. Mais dites-moi, Philippe... Et il a fallu courir la ville où je me trouvais pour trouver un vin qui raccordait. Ah bah oui. Et alors, il était très digne, hein, très digne. Oui. Pas pâteux du tout, hein. Très digne. Il appréciait le bon vin ou pas? Ah bah oui. Enfin, je sais pas. À la bouteille, au goulot. Moi, je me souviens d'une interview de lui par Yves Mourouzi pour le festival de Cognac. Il était monosyllabique. C'était au 13h, Mourouzi, à l'époque. C'était le journal de 13h. Et il répondait par yes or no. Comme ça, on sentait bien le gars, bien raide, bien fait, mais dans le caisson, hein, comme il fallait. Et à un moment, Mourouzi lui dit mais alors, vous êtes venu à Cognac pour les films ou pour le cognac? Et l'autre, faut cognac. Ça a été terminé, branché, au revoir, Et monsieur. voilà. Mais Philippe, moi qui ai eu l'honneur d'interviewer sur un tournage de Georges Lautner Robert Mitchum, je me souviens qu'il ne parle pas un mot de français. Qu'est-ce que vous vous êtes raconté pendant votre déjeuner? Il y avait une traductrice. Vous parlez anglais, Voilà. Qui était aussi bourré que lui? Vous savez ce qu'il y avait décrit sur ses mains dans La Nuit du Chasseur? Ouais. Voilà. Hate and Love. Hate and Love sur les...
Alors, c'est pour voir votre niveau de culture. Oui. Ben, écoutez, le niveau de culture, il n'est pas très, très élevé. En revanche, nous avons beaucoup de références. Elles sont sonores, car nous sommes à la radio. Et sachant que vous veniez, que vous interprétiez une pièce où il était question de la justice, on a cherché nos petits trésors. Et on a trouvé une confidence de Paul Lombard, le célèbre avocat, sur celui qui avait été sans doute le plus grand procédurier de son époque, Gaston Defferre. Je téléphonais généralement à 6h du matin, car c'était un bourreau de travail, mais comme moi, je n'avais rien à envier de ce côté-là. Et il me disait, vous avez lu Minute ou vous avez lu tel journal, on dit sur moi des choses un peu désagréables, généralement assez anodines. Je disais, mais Gaston, vous en avez vu d'autres, vous en verrez d'autres quand on est homme politique, on est une cible, etc. Enfin, le train-train habituel. Il me répondait, assigné. Il s'était battu en duel, non? Il allait jusque sur le pré. Après tout, il a bien raison, parce que le duel est un sport qui est en voie de désuétude. Après tout, finalement, ça devrait ressurgir un peu, parce qu'il faudrait de temps en temps réfléchir un certain nombre de diffamateurs professionnels. Mais il se battait avec quoi sur le pré? Lorsqu'il s'est battu en duel à l'épée, comme il n'avait aucune idée de la manière dont l'épée se tenait, il a foncé comme un chevalier du Moyen-Âge contre son adversaire qui court encore. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, 7 jours sur 7, c'est sur RTL. Vous souhaitez retrouver l'actualité des invités d'honneur, les histoires drôles des gens entendus, ou simplement podcaster les grosses têtes, c'est très simple, direction rtl.fr. Alors, dans cette pièce, il y a les jurés, il y a un magistrat? Non, il n'y a pas de magistrat. Pas de magistrat. La différence avec la juridiction française. Parce que moi, je voulais vous faire entendre ici la confession d'un des principaux magistrats français, Philippe Bilguer, avocat général près de la Cour d'appel de Paris, qui nous avait avoué que même à son poste élevé dans un prétoire, on n'était jamais à l'abri d'une confusion. J'étais beaucoup plus jeune et à l'époque j'étais au parquet de Bobigny et on traitait un courrier relativement important. Et un jour je vois arriver une procédure avec le procès verbal de synthèse fait par les policiers, 3 personnes, et ils écrivent 3 mineurs. Et automatiquement je me dis tiens, je vais pouvoir me débarrasser de cette procédure, je vais l'envoyer au tribunal pour enfants qui est compétent. Manque de chance, c'était de véritables mineurs. Qu'est-ce qu'il foutait à Bobigny? Il n'y a pas de mine. Comment se manifeste dans la vie quotidienne votre hypocondrie? Ah mon Dieu, alors ça, je souhaite à personne d'être hypocondriaque. Enfin, beaucoup d'hommes le sont. Il y en a beaucoup dans votre profession. Il y en a beaucoup, oui. Bah, surtout en pleine période de grippa, là, c'est... Oui, alors je crois que le champion du monde, c'est quand même Drucker. Oui. Hein, Arthur, pas loin derrière. Arthur et Dabadi. Robert Hossein aussi. Enfin, Robert, c'est terrible. Voilà, donc moi je fais partie du trio de tête, je pense. Je suis vraiment. C'est terrible. C'est-à-dire que le moindre truc, j'ai un petit bouton, ça y est, j'ai un mal de tête. L'autre jour, je fais des examens pour rien, moi, pour tout le temps, je fais des examens. L'autre jour, je me suis fait faire une coloscopie. Et Jacques Chancel. C'est moins drôle. Vous faites faire une coloscopie pour le plaisir. Ah non, mais ce qui est incroyable, c'est parce que on met une caméra dans le. Bah oui. Enfin, pas une caméra de télévision, hein, pas. Maintenant, on fait des caméras. Avec le chariot. Avec le chariot et tout. Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on voit tout sur un écran. Il y a un monde là-dedans. Tout le monde veut sortir. C'est la merde. Par exemple, est-ce que vous avez des médicaments sur vous, là? Non, je dois avoir un truc pour le cholestérol, mais j'ai laissé à la maison. Non, j'ai rien là sur moi. Non, je prends tous les matins une petite pilule pour le cholestérol, un petit truc. Une pilule bleue, non? Non, blanche. Le bleu, c'est le Viagra, je crois. Ah oui, non, moi j'ai pas besoin de Viagra pour le moment, Dieu merci. Question de Monsieur Mozart. Qui a dit? Monsieur Mozart? Oui, j'ai toujours caché mes économies dans les livres, et alors chaque fois que j'ai du pognon, je dois fouiller ma bibliothèque. Ça, c'est pas faux, ça. C'est vrai, hein. Et puis on le retrouve pas. Non, mais attendez, les gars, quand ils viennent braquer chez vous, qu'est-ce qu'ils prennent? L'écran plat, le lecteur DVD, jamais les bouquins. DVD. Ils prennent pas les bouquins, c'est impeccable. Hein. Ils ne touchent à rien. Surtout si vous rangez ça dans Marguerite Duras. Oui. Vous connaissez l'histoire de Bach et Mozart qui arrivent dans un café, dans un troquet, et alors ils sont pas bourrés, hein, c'est pas que des histoires de mecs bourrés. Et alors le serveur demande à Bach, qu'est-ce que vous prenez? Oh, il dit un baby.
Et vous, monsieur Mozart? L'autre, il dit, un baby come back. Voilà, c'est vachement beau. Joli. Bon. Bien. Bon. Alors, qu'est-ce qui a dit ça? Frédéric Dard. Antoine Blondin. Alors, un grand acteur que nous connaissons bien. Galabru. Michel Galabru. Michel Galabru. Oh, bah, dis donc. Bonne réponse il répond à tout. de Balutin. Bravo, Jacques. Non, mais c'est parce que je le connais par cœur. Attends, et j'ai joué avec lui. Son pognon était planqué dans ma loge avec ses slips et ses maillots de corps de rechange. Ah oui? Oui, il passait chez moi avant d'aller dans sa loge parce que des fois sa femme l'attendait dans sa loge. Donc il se douchait chez moi d'abord avant d'aller. Ah, tu es là? Il était là depuis 10 minutes, un quart d'heure chez moi, à changer, il se frottait parce qu'il sentait un peu le. Et son blé était chez moi. C'est lui. Vous savez qu'on touche des congés spectacles, les acteurs, pour les vacances. C'est suivant ce que vous avez gagné dans l'année. Donc, au mois de mai, vous faites votre déclaration et en juin, pouf, vous recevez du pognon. Et un jour, il se promenait avec sa femme et il tombe sur Rosie Vart. Ah, comment ça va? Et où tu vas? Bah, dis, je vais au congé spectacle, chercher mon argent. Et l'autre, la femme, quoi, les congés spectacles? Et l'autre, il faisait, mais arrête. Et il lui avait jamais dit. Du coup, paf, elle lui a piqué. C'est pour ça qu'il bloquait son pognon dans les bouquins. Ici, c'est ce que je voudrais vous faire entendre. Il avait évoqué, le cher Galabru, la question de parité en matière de criminalité. Comment expliquez-vous qu'au palais de justice, il n'y ait pratiquement pas de délit sexuel féminin? J'attends la réponse. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus, il y en a quelques-uns, de prostituées hommes qui se font acheter par les femmes? J'attends la réponse, il est 8. Alors, l'homme, malheureusement, il a entre les jambes, à partir de 8-9 ans, peut-être 6 ans, l'homme a du feu entre les jambes. Si une femme dans la rue, même vilaine, crie « Je veux baiser !» Il y a 50 mecs dessus. Allez, si un mec crie « Je veux baiser !» on est le cochon, le salaud au poste. Allez, retour dans le grand studio des grosses têtes de Philippe Bouvard jusqu'à 18h. Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Vincent Perrault, Peggy Boucher, Jacques Balutin et l'invité d'honneur, Michel Leb, pour la pièce 12 hommes en colère au Théâtre de Paris. Alors, vous avez demandé à voir au bout du fil Jean-Luc Moreau, le comédien, metteur en scène que nous connaissons bien. Eh bien, soyez exaucés. Merci. Bonjour Jean-Luc Moreau. Salut, comment allez-vous? Eh bien, écoutez, on se réjouit. Je salue tous les amis qui sont autour de vous. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Et je rajouterai que dans les hypochondriacs, il y a Pierre Arditi en tête de liste. Ah oui, il est pas mal aussi? Ah oui, il est grave même. Il paraît qu'Arditi n'entre jamais en scène sans avoir un cachet. Ah, jamais. et de plus en plus gros. Alors, vous avez travaillé avec Michel Leb? Ah oui, j'ai travaillé de nombreuses fois avec Michel. On s'est d'ailleurs toujours bien entendu. On a eu des gros succès ensemble. Et j'espère qu'on retravaillera ensemble. C'est mon vœu le plus cher. Ben, le mien aussi, mon Jean-Luc, j'espère. On verra. On va trouver une bonne pièce. Est-ce que c'est un comédien facile? C'est-à-dire que maintenant il devient moins facile parce qu'il connaît de mieux en mieux son métier. C'est un garçon qui a commencé comme étant très drôle, en sachant faire des tas de choses avec sa voix qui est incroyable. Et puis petit à petit, il s'est intéressé à l'art dramatique. Alors au début, quand on a monté la première pièce qui était Le Tombeur, qui avait été un gros succès, il était très très scolaire par rapport à ce que je pouvais lui demander. Il écoutait bien. Puis là, il a commencé à prendre un peu son envol. Ensuite, il a fait d'autres pièces. Il a travaillé avec Pierre Mondy. Et puis enfin, il avait joué une pièce
il y a 3 ou 4 ans qui s'appelait Entre amis ou chers amis, non, je sais plus. Non, amitié sincère. Amitié sincère, et là je me suis rendu compte que ça y est, il était devenu vraiment un grand acteur. Alors, vous souvenez-vous du canular que vous aviez monté? Avec Michel, on lui avait fait croire qu'il y avait une matinée lorsque nous jouions Ténor, qui était une pièce qu'on jouait à la Porte Saint-Martin, et on lui avait fait croire qu'il y avait une matinée alors qu'il n'y avait pas de matinée. Et donc tous les acteurs étaient dans la combine, évidemment. Le producteur, qui était Gérard Louvain, était dans la combine. Et on est arrivé à faire venir Michel au théâtre à toute vitesse, évidemment. Et nous, on était tous, les acteurs étaient en costume, maquillés et tout, et on a donné l'impression, au moment où Michel est entré comme un fou dans le théâtre, c'est pas possible. Il y avait personne dans la salle. Il y avait personne dans la salle, mais... Oui, mais non, mais tu avais dit, ils sont partis, puisque de toute façon, t'étais pas là, donc ils sont repartis. Et moi j'étais catastrophé d'avoir loupé une séance, quoi. Et alors, ce qui était très drôle, je me souviens des têtes absolument ahuries que faisait Michel, parce que les acteurs lui faisaient des reproches. C'était affreux. Ça, c'était effrayant. Je me souviens d'Elisabeth Margoni qui te regardait avec une pauvre tête. C'était effrayant. Ah non, mais pour moi, c'était une horreur absolue d'avoir loupé une représentation. Je crois que c'est on lui a fait vivre le cauchemar de tout comédien, mais lui, il l'a vécu. Merci Jean-Luc Moreau, merci. Merci Jean-Luc, à bientôt. Michel, je t'embrasse fort. Moi aussi, je t'embrasse. Et la claustrophobie? Oh, ça c'est terrible, ça aussi. Ça c'est épouvantable. Je peux pas prendre les œufs en montagne, hein, pas dans un frigidaire. Je peux pas prendre les ascenseurs, ça m'est très pénible. L'avion, c'est pas évident. Voilà, toutes sortes de choses comme ça. J'ai du mal, quoi. Quand vous êtes au pied d'une tour, vous prenez quand même l'ascenseur. Oui, mais bon, c'est très difficile. Quand c'est pas très très haut, bon, ça va, je monte à pied. Mais évidemment, quand c'est 30-40 étages, je suis obligé de prendre l'ascenseur. Bon, le problème, c'est que je redescends sur la rampe. Moi, je vous imagine un peu malade dans un sous-marin. Alors là, c'est inimaginable. C'est inimaginable. 40 étages sur la rampe. Faut faire attention aux boules. Ouais. Oui, c'est en arrivant en bas. Boum. Ça, c'est pour l'enlever. Après, c'est compliqué. Est-ce que la phobie de l'avion est compatible avec une carrière internationale? Écoutez, il faut prendre l'avion. Je le prends, l'avion. Comment je fais? Donc, je prends un Lexomil. Tous ceux qui... Parce que les hypochondriaques sont des médecins, en fait. Oui. Donc, un Lexomil avant d'entrer dans l'avion, 20 minutes avant. Une fois que vous êtes dans l'avion, vous prenez une demi-bouteille de Bordeaux. Ensuite, un petit whisky pour conclure. Et avant de vous endormir, un Stilnox. Ah ben comme Jean-Luc Delarue, alors. Voilà. Et après, vous sautez sur les hôtesses. Mais non. Mais et vertige ou pas? Terrible vertige. Moi, j'ai le vertige. Ah, c'est vrai. oui. L'ascenseur de la Tour Eiffel, moi, je m'assois pour pas voir les... Ah non, mais je peux même pas le prendre, moi. Et derrière les genoux, par contre, je peux prendre l'avion, je m'en fous complètement. Ah oui, ben non, moi j'ai du mal. Ça, c'est bizarre. Enfin, ça va mieux, l'avion, maintenant. Je prends plus que 2 Stilnox au lieu de 4. Oui. Et sachez que l'enregistrement des grosses têtes avec Philippe Bouvard et ses invités aura lieu demain matin à 9h30 à RTL 22 rue Bayard, Paris 8e. Les invités d'honneur seront Fiona Gélin qui viendra parler de son album Passeport et Françoise Dorin pour son livre Les lettres que je n'ai pas envoyées chez Plomb. Et pour réserver, dépêchez-vous 3210 3210 ou rtl.fr. D'où vient la sensation de sécurité que vous éprouvez sur une scène? Que je donne ou que je ressens? Que vous ressentez, alors que la plupart des acteurs donnent l'impression de se mettre en danger. Hein. Nous nous mettons en danger chaque jour, chaque seconde. Et curieusement, c'est l'endroit au monde où je suis le plus en sécurité, parce que tout est écrit. Tout est prévu, chaque geste, chaque seconde. Donc Sauf qu'on ne sait jamais, quand on n'est pas tout seul, ce que vont faire les autres. Ça, c'est vrai qu'il peut se passer des choses terribles. Oui. Il peut se passer des choses absolument incroyables. Je me souviens d'avoir joué avec Gérard Hernandez une pièce qui s'appelait 3 partout. Et il s'est passé des choses quand même très, très bizarres. Moi, je suis un familier du paix en scène. Ça m'arrive, tu vois, je peux lâcher une caisse facilement. Oui. Et donc, j'oublierai jamais Gérard Hernandez arrivant vers moi
me serrant la main, et je devais lui dire avec beaucoup d'élégance, je m'appelle Jean-François Thibault-Lagarde, et en lui serrant la main, hop, je lâche la caisse. Je ne vous raconte pas la tête de Gérard Hernandez. On a baissé le rideau. Oui. On n'a pas pu continuer. Il pleurait, parce que Gérard, il pleure, il rit pas, il pleure comme ça. Ça coule à grosses gouttes comme ça, et on ne sait pas s'il pleure ou s'il rigole. Mais enfin, je savais qu'il rigolait, parce que mais c'est terrible, c'est terrible. Et alors, comme il y a des retours en scène, quelquefois dans les loges, il y a des retours pour que l'acteur qui attend puisse savoir à quel moment il doit redescendre. Les 2-3 acteurs qui attendaient dans les loges, même au 3e étage du Théâtre des Variétés, ont entendu le paix que j'avais lâché. Ils sont descendus furibonds. Il y en avait Comment réagit le public dans ces cas-là? Le public, en face, il y avait Jean Lefebvre qui jouait. Il y a une dame au premier rang qui dit il a dû l'entendre. Il était aux nouveautés, Lefebvre. Mais il paraît que ça pète pas mal au théâtre. Ah oui, ça pète beaucoup. Moi, vous vous souvenez du comédien Mario David, évidemment, qui jouait le rôle du masseur dans Oscar, qui m'avait raconté que quand il était au Grand Guignol, il y avait un jour un comédien qui s'était pris un coup de faux, mais du vitriol dans la figure, et un autre acteur, il était donc vitriolé, allongé par terre, un autre acteur devait se pencher pour le tirer, le sortir de scène, donc fournir un effort parce que le mec était assez corpulent. Et là, à un moment donné, il est obligé de pousser, et là, il lâche une caisse énorme, et là, Mario David entrait, et sa réplique, c'était, en pensant parler du vitriol, « Oh mon Dieu, il l'a pris en pleine figure !» Pourquoi ne jouez-vous pas le dimanche en matinée? Mais parce que ça va comme ça. On joue 6 fois par semaine. Il y a un public. Il y a un public, mais là, c'est assez lourd, c'est assez difficile. Et puis, j'aime bien me reposer le dimanche. Puis il y a le blues du dimanche. Le dimanche en fin de journée. Oui. Vers 7, 8 heures, 6, entre 5 et 7 en fait. Il y a un petit blues, qui est lié à l'enfance, je crois. Au fait que le lendemain, on doit aller en classe, etc. Et c'est pas drôle. Et ça reste très longtemps. C'est la blouse de l'écolier, alors. C'est la blouse de l'écolier ou de l'écolier. On fait 2 le samedi On fait 2 le samedi, oui. 16h30, 20h30. C'est au Théâtre de Paris. Rue Blanche. Téléphone. Réservation. Pas le numéro, mais sur Internet, vous trouverez. Qu'attendez-vous pour produire du vin dans vos vignes? J'attends d'abord d'arracher les vignes qui sont là, qui sont pourries, qui sont vieilles. C'est un vin de table qui est pas très bon. Je replanterai du Grenache et du Syrah en fin d'année prochaine, en septembre prochain, 2010. Voilà. Je ferai du bon petit vin, là. Un petit vin, peut-être un petit rosé, peut-être, pourquoi pas. Ouais, j'aime bien le rosé. Côte du Luberon. Côte du Luberon, oui, c'est bien. Ça, c'est le vin préféré des femmes, le rosé. Tu connais Opède le Vieux? Très bien, c'est là qu'on laisse les voitures quand on va monter le Ventoux. Ah oui d'Opède, tu pars jusqu'à... je l'ai fait le Ventoux cet été, là, c'était incroyable. Mais non, j'ai été en voiture, moi. J'ai pas en vélo. Et c'est impressionnant comme endroit. C'est magnifique. Non, Opède, je m'occupe de la restauration d'une chapelle depuis une quinzaine d'années, tu vois. Et c'est formidable. Allez, suite des grosses têtes de Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Vincent Perrault, Peggy Boucher, Jacques Balutin et l'invité d'honneur jusqu'à 18h, Michel Leb. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Qu'est-ce que les Brésiliens appellent une chemise de Vénus? C'est une grosse cochonne qui fait des saloperies sur la plage du Corcovado. Non. C'est le maillot de bain brésilien? Non. C'est un vêtement? C'est un vêtement? Non, c'est une nourriture, c'est de la... Non, alors je veux dire, c'est une façon poétique de nommer quelque chose que nous désignons de façon plus vulgaire. Un soutien-gorge? Non. C'est l'acte d'amour, tout simplement. Non, mais une chemise de Vénus. C'est une robe de mariée. Ça foufoune? Non, une robe de mariée. Une ceinture de chasteté? Non. Est-ce que c'est un rapport avec le monde Vénus? Un bikini? Oui, bien sûr. C'est les foufounes un peu épilées, comme... Non, c'est un vêtement quand même un peu. C'est pas un vêtement, encore que, le jour de la mi-carême, si on veut se déguiser en tête de nœud... Ah oui, très bien. C'est un col roulé. C'est un col roulé. C'est un préservatif. C'est un préservatif. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est quand même plus joli d'aller chez le pharmacien et de dire donnez-moi une chemise de Vénus. C'est joli. Mais c'est moins gênant. J'aurais pas l'autre à 14 ans. Vous connaissez l'histoire du mec qui revient de Bretagne, il voit son pote, il fait je reviens de Bretagne, il ne peut pas savoir le pied. Alors j'ai rencontré une fille une bretonne, elle fait des pipes à la crêpe. Oui. Des pipes à la crêpe. J'ai dit c'est pas possible, c'est quoi ça? C'est 100 €, 200 € et 500 €. Non mais dis-moi, raconte-moi comment c'est 100 €. Ah, dis 100 €, c'est top, c'est génial. C'est génial, elle te met de la confiture et tout ça, tu vois, puis après elle t'entoure avec une crêpe, tout ça, le sexe, c'est bien, tout ça, et puis vas-y, badaboum, c'est des pipes absolument gigantesques. C'est fabuleux, c'est fabuleux.
L'autre, il dit, et 200 €, c'est quoi? Il dit, 200 €, mais c'est fabuleux. Elle te met du Nutella, boum, boum, elle te barbouille. Du Nutella, elle te met la crêpe et vas-y, et oh là là, elle t'en met partout, c'est grandiose, c'est génial. Il dit, putain, il faut absolument. Et 500 €, c'est quoi? Il dit, 500 €, je l'ai pas fait parce que quand je l'ai vu arriver avec le briquet et le Grand Marnier, je suis parti en courant. Bon, ça va, on verra. Hein. J'ai eu un problème une fois avec des préservatifs. Parce que j'avais donné une conférence en fait pour une fameuse marque de préservatifs. Ah bon? Et oui, qui commence par un D, qui finit par un X. Durex, Sedlex. Voilà. Exactement. Et à la fin de ma conférence, en fait, en tout bien tout honneur, ils m'ont donné leur dernière nouveauté. Il y avait l'anneau vibrant, il y avait plusieurs sortes de préservatifs aux fruits, enfin après les petits gels. Il vous en reste? Oui. Et donc, savoir je pars avec ça dans mon sac. Ah oui, mais je dirai après. Donc je pars avec ça dans mon sac. Ensuite, je rentre chez moi à Brest, je vais prendre l'avion. Je passe mon sac au détecteur. Le vigile me dit, bon, on peut ouvrir votre sac. Je dis, bien sûr. Et là, dans la seconde où j'ai accepté, j'ai regretté. Il commence à ouvrir. Et il a face à lui une dizaine de boîtes de préservatifs, des anneaux vibrants. Et là, ça a été un grand moment de solitude. Il referme le sac et il me dit, bon week-end, mademoiselle Boucher. Non, l'anneau vibrant, c'est. Et l'anneau vibrant, alors? Je sais pas, j'ai jamais essayé. Moi non plus, c'est comment l'anneau vibrant? Alors, c'est une sorte de vibromasseur qui tourne à 8000 tours minute. Donc, 8000 tours minute. 8000 tours. C'est atroce. Jamais ça. C'est atroce. Tu dois te retrouver avec les mais c'est ornages. greffé sur le préservatif. C'est greffé sur le Il y a préservatif. une petite pile. En fait, ça ressemble à un collier de Saint-Bernard, tu vois, en plus petit. Ah non, Il y le a le collier de tonneau Saint-Bernard, aussi. c'est le tonneau, là. Oui, là, c'est un peu le tonneau. Ah oui, c'est vrai. C'est pas assez l'agneau étrange. vibrant, hein, c'est l'anneau. L'anneau. Ah oui, parce que Oui, l'agneau, j'aime pas l'agneau. Est-ce que ça fait effet au moins? Et c'est Non, bon? mais c'est des astuces. Comment que ça... Ah non, C'est pour l'homme ou la femme? C'est pour l'homme, C'est le pour les deux, parce préservatif. que c'est censé aussi assurer le plaisir de la femme. Ah oui, parce que ça Mais lui frotte bon, le faut machin un en peu même de temps. connaisseur quand même. Ah oui, voilà. Ça lui vibre le. Oui. Le bidon. Ouais. J'aime bien quand tu nous 8000 éclipes la tours, notice. t'imagines? Ça, j'aime bien quand tu nous éclipes la notice, là, c'est Oui. bien. Oui, la notice, elle lui fait vibrer Oui, le le quoi, machin, là. Appuie-toi sur le bouton que ça vibre. C'est un petit bouton en fait qui, ouais, ça peut servir 8000 fois. 8000 tours. 8000 tours. 8000 tours. C'est Si elle prend pas son pied là. Et Il si faut le gars, l'appeler en Formule 1. Si le gars il peut pas l'enlever, il monte une mayonnaise. Jusqu'à 18h, le rire sur RTL avec les grosses têtes de Philippe Bouvard et l'invité d'honneur aujourd'hui, Michel Leb. Les gauchers sont-ils des individus à part? Je sais pas. Ça, Non. alors, je sais pas. Moi, je suis gauchère. Moi aussi, je suis gaucher. Aussi. Toi aussi, Oui. Vincent? Oui, aussi. Non, on n'est pas à part, on est On est mieux que les différents. autres. On est beaucoup mieux déjà, Voilà. mais on est... Mon fils est gaucher. Oui, oui. Bah non, mais les gauchers. Moi, je suis gaucher au tennis, gaucher au foot, mais j'écris de la main droite. Ah, bon. Mais je peux écrire de la main gauche, de droite à gauche. Donc c'est à l'envers, et dans un miroir, on lit tout à l'endroit. Léonard de Vinci. Comment il devint comment? Si, après avoir été marteau. Et, C'est l'écriture spéculaire. Oui, si vous voulez. Que détestez-vous dans les loges de théâtre? Bah, écoutez, très sincèrement, je n'aime pas les loges de théâtre parce que pour moi, c'est la pire des salles d'attente. Donc j'essaye d'y arriver le plus tard possible. Donc je déteste tout dans les loges. On a la possibilité de la décorer comme on veut, ça. Oui, mais je suis tellement traqueur et angoissé que j'évite d'y rester. C'est-à-dire, dès que j'arrive dans ma loge, je saute dans mon costard et hop, je saute dans la scène. Je veux pas réfléchir. Il y en a qui arrivent 3-4 heures avant, qui s'installent dans l'horloge. Des malades. Est-ce qu'incarner Cyrano de Bergerac représente le couronnement d'une carrière? Non, c'est pas le couronnement, mais c'est un rôle tellement magnifique et tellement sublime. Bon, c'est vrai que c'est un rôle en plus qui fait l'unanimité, donc le personnage est magnifique. Mais bon, puis alors je veux jouer ça parce que j'ai un petit nez. Et donc je me collerais un cap, un pic, une péninsule, là. Comme ça, j'aurais l'impression d'avoir, pendant le temps de la représentation, d'être bien membré. Oui. On vous l'a proposé, non, pas encore? Oui, mais c'est un peu tôt pour moi maintenant, mais peut-être que dans 2 ans, pourquoi pas. Est-ce que vous avez conservé votre foi d'enfant de cœur? C'est une question bien intime, mais ça dépend des jours. Ça dépend des jours, ça dépend de l'ambiance.
C'est vrai que j'ai passé 6 ans chez les Jésuites. Vas-y, dis ça. Pas facile, oui, j'ai passé 6 ans chez les Jésuites. Voilà, quand on le dit lentement, ça va. Bon, j'ai passé 6 ans chez les Jésuites et donc, effectivement, il m'en reste quelques traces. Mais c'est quelque chose de tellement personnel, tellement intime. Puis moi, je pense... Enfin, j'ai des opinions là-dessus. Je pense que ce qu'il y a de divin, c'est finalement tout ce qui relie les hommes entre eux, plus qu'autre chose. Moi, je vous rassure, j'ai gardé mon foie de pochetron. Hein. Non, mais c'est peut-être votre passage chez les enfants de cœur qui fait que vous avez mis une croix sur la télévision. J'ai pas mis une croix sur la télévision. Oh, vous avez pris vos distances quand même. Oui, c'est-à-dire que je fais plus d'émissions, j'écris plus d'émissions, mais enfin, la télévision maintenant c'est devenu autre chose. Hein. C'est devenu une vraie vitrine. C'est plus tellement surtout pour ceux qui écrivent, c'est plus tellement un lieu de création. C'est plus rigolo. Voilà. Ah, c'est moins l'aventure, hein. Oh. Une question de droit de Madame Gentil. Que fait un individu qui se met en l'état? En l'état. Alors, en disponibilité. Alors, l'apostrophe, c'est un justiciable qui se met en l'état. Si moi, il se met en l'état minable. Fait partie de l'ETA? Non. Non. Il va voir quelqu'un? Alors. Qui rectifie une Il fait semblant d'être fou? Non. Il se met en l'état. Alors, c'est une certaine catégorie de justiciables qui, dans une certaine circonstance, se met en l'état. En disponibilité ou en disposition? Oui, enfin, il faudrait creuser un peu. C'est un juré? Non. C'est un accusé? Alors, oui, enfin, un mis en examen, comme... ça a à voir avec la contumace? Non, non, c'est même le contraire de la contumace. Ah bah, il se présente spontanément? Oui, et il se présente quand, spontanément? À la convocation? Non. À la convocation? Tout de suite, en disant « je suis coupable ». Non. Il se présente à quel moment? En l'état. Au moment où il a envie de le faire, non? Quand on lui demande son nom. Avant qu'il passe à l'acte. Avant le passage à l'acte. Est-ce que ça se passe au tribunal, au commissariat ou sur c'est ça le... C'est pour les crimes? Il se présente sur le lieu du crime? Non, il se présente au tribunal devant le juge. Alors, il arrive au palais de justice. Oui. Bon, il garde sa voiture d'abord pour commencer. Oui. Et puis, c'est pas facile de se garer. Il tourne en rond. Donc, en l'état. Il demande des flics s'il a un peu de monnaie pour mettre dans le parquet, vous comprenez, c'est ça. Alors, il rentre par le 36, il passe par la souricière. C'est ça. Il va faire un petit pipi vite fait parce qu'il a quand même les glandes. Et puis, alors, en plus, il en profite pour aller visiter le bureau du commissaire Maigret. Exactement. Et boing, boing. Eh bien, écoutez, ce luxe de détail nous a privé de la bonne réponse et nous coûte 300 €, mais c'est pas cher payé. En fait, c'est quelqu'un qui doit passer devant la cour d'assises pour un délit grave, un crime, et qui, la veille au soir, se constitue prisonnier. Ah, c'est-à-dire qu'il couche en tôle. Il couche en tôle. Ah, voilà. C'est vrai. Bonne réponse de Péroni, mais trop tard. Mais j'avais titillé la bonne réponse, mon petit Vincent. Ça te ressemble bien. C'était une bonne question qui n'a pas appelé une bonne réponse. 16h, 18h. Les grosses têtes. Sur RTL. Comment avez-vous échappé au service militaire? Je me suis fait passer pour caractériel et... c'est un peu compliqué. Enfin, non, parce que voilà, on fait les 3 jours. À l'époque, on faisait nos 3 jours. Et puis, il fallait remplir des tas de questionnaires, etc. Puis, à la fin du questionnaire, voulez-vous ou non voir un psychiatre, etc. J'ai dit oui, je veux absolument le voir. Et donc, je suis arrivé dans le bureau du psychiatre. Puis, alors, je suis resté là, figé devant lui, je ne disais plus rien. Il me dit, vous avez un problème? Je restais comme ça, quoi, comme ça. Je dis, alors, expliquez-vous quel est le... Alors, vous dites que vous voulez me voir. Alors, allez-y, pourquoi vous voulez me voir? Je répondais toujours pas. Il me dit, bon, arrêtez votre cirque, là, je vois, parce que dans vos réponses, là, vous avez fait des études de philo, c'est très bien. Mais par exemple, quand vous dites que pour planter un clou, il faut utiliser un tournevis, là, j'ai des doutes. Alors, je dis, oui, c'est comme ça, je supporte pas, j'ai des problèmes de rapport humain, je peux pas m'intégrer, un uniforme, j'ai fait les jésuites, donc les tenues, ça, je peux pas. Les uniformes, je peux pas, je deviens fou, je peux tirer, je peux tuer. Ah bon? Le mec, il me regarde. Il me dit, mais bon, alors, il dit, bon, c'est l'évidence, vous simulez. Je dis, comment? Il dit, vous simulez, là. Ça se voit, vous simulez, c'est pas un discours de malade, d'angoissé vraiment, si vous n'avez pas de problème, vous n'êtes pas de maniaco-dépressif, vous simulez. Alors dites-moi franchement les choses, dites-moi que vous ne voulez pas faire votre service militaire parce que vous allez perdre 1 an de votre vie, et puis on n'en parle plus. Et puis voilà. Puis comme ça, ce sera clair. Alors, je réfléchis 3 minutes, je dis, putain, si je lui dis ça, et qu'il me fait tac,
Là, boum, allez hop, service militaire. Ou alors il est de bonne foi, il est sincère, et puis hop, Alors j'ai opté pour la deuxième solution. J'ai dit oui, effectivement, je vais perdre 1 an de ma vie. Je veux pas faire mon service. J'ai des projets, je veux faire du théâtre, du cinéma, des machins, etc. Donc soyez gentils, mettez-moi un tampon comme quoi je suis exemple de service militaire. Il me dit ben voilà. Voilà. Pourquoi vous ne le dites pas tout de suite en entrant, qu'on perde pas de temps? Parce que moi aussi, je fais mon service militaire, je suis en train de le faire en ce moment. Moi, je me fais bien chier avec des mecs comme vous. Alors, soyez gentils, expédition, dépêchez-vous. Et puis un an plus... Alors donc, j'ai pas fait mon service militaire. Et puis 1 an plus tard, je le croise boulevard Saint-Germain, regardez une vitrine où il y avait des pompes. Puis je reconnais le mec, je reconnais le psychologue. Je lui tape sur l'épaule, je lui fais alors... Il me regarde, il me dit... Parce qu'évidemment, moi, je l'avais en photo, le gars, parce qu'il m'avait quand même sauvé la vie, d'une certaine façon. Et on est tombé dans les bras l'un de l'autre. Je lui dis, alors, comment ça va? Il dit, bah, je suis psychiatre. Je dis, bon, bah, moi, j'ai pas besoin de rendez-vous pour le moment, ça va très bien. Mais enfin, j'ai pris quand même son téléphone, on sait jamais. Et on est restés très copains. Voilà. Qu'est-ce que le concert Ilharmonique? Alors, le concert Ilharmonique, c'est mon prochain spectacle. C'est une direction d'orchestre philharmonique que je vais faire pendant 1h30, 2h moins quart, où je dirige un philharmonique. Je vais commencer au printemps prochain, jusqu'à la fin de l'année 2010, où je serai à Marigny. Je vous le dis, au cas où vous voudriez réserver dès maintenant. Et donc, c'est diriger un philharmonique, ce qui est quand même quelque chose de très jouissif. Mais de façon comique. Comique. Alors vous êtes inspiré du quatuor, non? Non, pas du tout, ni du quatuor, ni non. Je me suis inspiré d'un spectacle d'Hanniquet et d'Offenbourg, les Hoffnung, les concerts d'Hoffnung, qui sont des concerts extraordinaires. Donc je me suis un peu inspiré de tout ça et j'en ai fait un spectacle d'1h30 qui est complètement hilarant et où on rit pendant 1h30, mais avec de la bonne musique. Ah oui, les morceaux sont joués intégralement, mais il y a des sketchs, des gags, des interruptions, des choses comme ça. Donc on mélange la grande musique avec de l'humour tout le temps. Donc ça fait combien de musiciens? Il y a 60 musiciens. Ah oui, j'ai vu ça à la télé l'autre soir. Hein. Voilà, c'est très marrant. C'est très marrant. C'est très drôle à faire de diriger un philharmonique en faisant rire le public. C'est quoi ça? Ça, c'est le marteau-piqueur. Ah oui, d'accord. Mais c'est parce que j'ai mon pied qui est tombé dessus. Voilà, ça s'appelle Ilharmonic Show. Ah oui, d'accord. Oui, vous voyez. Compris. Ah oui. Très marrant. C'est l'autre qui appuie sur la pédale. Mais oh là là, j'avais pas compris. C'est vous qui le faites marcher le mais train. oui, non, mais souvent c'est nerveux, il n'y a pas de raison. Ah, oui. C'est pour ça que ça vient jamais au bon moment, quoi, c'est ça. Est-ce que Sarkozy joue bien au ping-pong? Ah oui, ça je peux vous dire, il joue bien au ping-pong. Je joue au ping-pong avec lui avant qu'il soit président de la République. Et je menais, pour tout vous dire, je menais 20-6. Ah oui. Et il m'a battu 23-21. Mais vous l'avez laissé gagner, c'est pas possible. Non, il s'est battu, mais il s'est battu. Les remontées fulgurantes, il sait bien faire. Mao Tse-tung nageait bien aussi. Et on jouait souvent au ping-pong tous les deux, et je veux dire que vraiment c'était imbattable, quoi. Imbattable, même là. Il joue moins aujourd'hui? Au ping-pong? Oui. Et il renvoie plus la balle. Les grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Lucas. Pour quel motif Al Capone fut-il inculpé et incarcéré? Contrôle fiscal. Dissimulation fiscale. Bonne réponse collégiale. Et maintenant, le coup de sang de l'invité d'honneur. C'est vous l'invité d'honneur et c'est le moment du coup de sang. Oui, c'est ça. Ah, c'est moi. Oui. Donnez un petit coup sur la pédale, Fifi. Non, mais en 2 mots, non, mais c'est sérieux ce que c'est pas un coup de sang. C'est sérieux, je vous en parlais tout à l'heure. C'est même si c'est une affaire qui a 1 mois maintenant et qui est un petit peu passée, c'est l'affaire Polanski et par conséquence, je dirais l'affaire Mitterrand. Voilà, donc ce sont 2 affaires qui sont liées. Je trouve que, en plus, c'est lié au spectacle que je joue en ce moment. C'est-à-dire que tant qu'on ne sait pas, on la boucle, quoi. Et moi, je trouve que c'est assez scandaleux de voir à quel point aujourd'hui tout le monde condamne les uns et les autres, autant Polanski que Mitterrand, sans savoir vraiment, sans avoir exactement les tenants et les aboutissants de l'affaire. C'est pas faute pour la presse d'avoir expliqué tout ça, hein? Oui, elle l'a expliqué, mais en même temps, il y a des choses qui sont encore très peu sûres, qu'il y a des ombres dans l'affaire, et ces ombres-là, elles font que
On ne peut pas parler. Moi, je trouve qu'on parle trop. Je trouve qu'il y a vraiment un lynchage. En plus, je vous en parle même pas. C'est même pas si nouveau. on parlait que de ce qu'on connaît, il n'y aurait plus de conversation possible. C'est vrai. Mais dans ces cas-là, dans ces cas où vraiment la vie d'un homme est en jeu, parce que c'est vraiment ça, c'est l'honneur d'un homme qui est en jeu, et je trouve ça excessif. Et je crois que tant qu'on sait rien, on la boucle. Voilà. Eh ben, dites donc, on va plus dire grand-chose. Non, mais sur ce sujet-là, je suis très sérieux. Si on peut plus dire du mal. Non, mais ça, c'est un coup dur que vous portez un coup dur, à notre petite industrie. Eh oui, je sais. Ah oui. Vous avez vu, au fait, il parlait de justice, il rouvre l'enquête du petit Grégory. Oui. C'est trop tard. Le poisson qui a tout vu est mort depuis longtemps. Madame Cauchois demande qui sont les professionnels qui arborent une cravate marron parsemée de globes jaunes percés d'un glaive. Pompe funèbre. Des professionnels? Non. Non. C'est en France, ça? Sommelier. Non, alors c'est en Angleterre. Ce sont les gardiens de la Tour de Londres. Ils travaillent auprès de la reine. Chambre des lords, tout Les ça. facteurs? Non? Ils travaillent auprès de la reine. Alors c'est un signe distinctif. Politique. Des éboueurs. C'est les politiques? Non. Ce sont les valets de chambre de la reine. Non. C'est pas la reine. C'est pas chez la Ce reine. sont ceux qui nourrissent les corbeaux. Non. Les chiens de la reine, ceux qui donnent les croquettes aux chiens de la C'est un reine. rapport avec la royauté, de Et près? très souvent, vous envoyez dans des séries. Des détectives? Les détectives de Privé. Scotland Yard. de Scotland Yard. Bonne réponse de Peggy Bouchet et de Perroni. Nous allons faire éclairer notre lanterne sur quelque chose de très curieux. Vous qui aimez les animaux et la nature, vous allez être gâtés. Alors d'abord, c'est le fait que en Belgique, une femme vit avec un cochon de 80 kilos. C'est pas un vieux cochon. Je crois que c'était Pierre Bas, moi. Non, un vrai cochon. Mais vous vous souvenez de ce film qu'avait tourné Jean Eustache? Ah oui. C'est-à-dire le type qui vivait avec une truie. Vous vous souvenez pas de ça? Ah, c'était Il y en a tellement. Non, c'était Délicatessen. Délicatessen. Ah oui, mais c'était pas Jean Eustache. C'est Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre Jeunet et Il n'y avait Cario. pas Pierre Palozzo Palolini qui avait Jeunet et fait, Cario, non? C'est le sanglier qui rencontre un cochon. Il lui dit alors, cette chimio, ça marche? Quelle horreur. Alors donc, voilà une femme qui vivait avec son mari. Son mari lui a offert un petit cochon qui est devenu grand et gros. Elle n'a pas voulu se séparer du cochon qui, évidemment, rendait le foyer moins confortable. Le mari est parti et elle a gardé le cochon. Mais le cochon est propre. Ah non, Oui. non, ça C'est propre, un animal propre. C'est mignon très en câlin. plus, c'est vrai que c'est mignon. C'est très gentil, un cochon. Alors, on va essayer d'en savoir davantage sur le caractère et l'intelligence du cochon. Il le fait bien, lui. Bonjour Jean-Pierre Denisard. Bonjour Monsieur Bouvard. Alors bon, vous n'êtes pas vétérinaire, vous êtes charcutier. Non, j'étais un peu surpris de l'appel de votre assistante. Bah oui. Il m'a dit on va parler d'histoire cochonne, surtout dans votre émission. Non, mais attendez, là c'est sérieux. Hein. C'est sérieux parce que on a fait au cochon une réputation qu'il mérite pas. Hein. Ah bah non, pas du tout. Étant donné que le cochon, vous savez, comme c'était marqué d'ailleurs à la porte d'Orléans dans un établissement célèbre qui s'appelait la Maison Noblet, qui a maintenant disparu, c'était de la tête à la queue, tout se mange au cochon. Hein. Oui. Tout se mange. Hein. Dans le cochon. Non, c'était de la queue jusqu'au menton. Dans le cochon, tout est bon. Oui, exactement. Il y avait Edgar Faure qui disait aussi, quand on tue le cochon, tout le monde est content, sauf le cochon. Alors dites donc, là je vois dans une autre dépêche que on avait, ça c'est une expérience de psychologie animale, enfermé 8 cochons dans un enclos avec un miroir. Oui. Et après 5 heures... Il se maquille. On a caché un bol de nourriture qui était visible uniquement dans le miroir. Oui. Et il y a 7 cochons sur 8 qui avaient compris comment utiliser la glace, le miroir, pour découvrir la nourriture en moins d'1 minute. Tout à fait, parce que le cochon... Réfléchis. Le cochon, c'est un des animaux qui est le plus intelligent. Les animaux, pardon, excusez-moi, qui est le plus intelligent,
Bien avant le singe d'ailleurs, hein, bien avant le singe. Hein. Mais saute moins haut. Mais vous, quand vous voyez arriver un cochon, il est trop tard pour mesurer son intelligence, quoi. Oui, il est mais mort, hein. Je les ai déjà vus avant. Hein. Vous les avez vus avant. Vous savez que c'était donc aux États-Unis, dans l'État de Pennsylvanie. Il y avait le professeur Stanley Curtis de l'Université de l'État de Pennsylvanie et le docteur Julie Moreau-Tesch, qui ont évalué d'ailleurs les capacités cognitives des cochons pour déterminer le quotient intellectuel, et en les faisant jouer avec des ordinateurs et des formes, hein, afin de voir leur comportement. Hein. Et puis on s'est aperçu que c'était les cochons avaient les mêmes comportements que les êtres humains. Oui. Ah oui. C'est-à-dire que devant l'ordinateur, ils se mettaient sur certains sites de rencontres, non? Non, ça n'allait pas jusque-là. Ça n'allait pas jusque-là, mais c'était vraiment ils étaient très habiles à résoudre des problèmes. Mais le caractère, parce qu'on dit toujours une tête de cochon. Oui. Et c'est vrai que le cochon est difficile? Non, chaque cochon a son caractère, en fait. Voilà. C'est comme ma femme. Comme Bernard Mabille, un bon cochon. Exactement. Exactement. On dit bourré comme un cochon. Vous savez que... Une femme dans chaque port, c'est ça, non? Oui. Ouais, mais il y a Non, même... un porc dans chaque femme, c'est pas pareil. Des écrivains qui n'ont pas hésité à parler du cochon et à décrire, par exemple, l'animal, le cochon, comme Florian, par exemple. Florian qui a écrit l'animal au duvet soyeux qui se nourrit du fruit du chêne. Ah oui. Hein, et puis il y a aussi le paysan qui devant l'homme de la ville ne manque pas de les qualifier d'habits de soie sous votre respect, tout en soulevant leur bonnet, bien sûr. Mais dites donc, vous êtes un poète, monsieur le charcutier, là, hein? Tous les charcutiers sont poètes. Hein. Bien sûr, bien sûr. Oui, cela dit, bon, vous aimez beaucoup le cochon, mais finalement, il vous le rend bien. Quand vous le montrez, il a plus de corps, il est dans votre vitrine et il a du persil dans les narines et dans les oreilles. Ah non, vous confondez avec la tête de veau. Maïté. Le cochon aussi. Il a raison, Philippe. Et une petite pomme dans la bouche, en général. Exactement. Pour le cochon de lait. Mais vous savez, maintenant, il n'y a plus beaucoup de gens qui cuisinent le cochon. Hein. Ils l'achètent beaucoup cuisiné. Ouais. Alors, est-ce qu'il est vrai, c'est je pense... Olivier de Kersauzon, qui en avait gardé dans sa jeunesse, qui nous l'avait dit, que quand on tombe devant un cochon, il risque de se précipiter sur vous pour vous manger. Oh non, pas du tout. Ah bah si. C'est comme ça que la mafia faisait disparaître. Non, pas du tout. Un cochon n'est pas méchant. On n'est pas méchant, bien au contraire. Ils sont attirés par le sang. Ils sont attirés par le sang, ils sont omnivores. Oui, non, ils mangent beaucoup de... Ils mangent comme nous, hein, de toute façon. Ils mangent les mêmes nourritures que nous. Hein, vous le mettez à table? Oui. Un cochon peut se mettre à table avec vous, il n'y a pas de problème. Bien sûr, bien sûr. Vous dites ça parce qu'ils sont déjà morts quand ils arrivent. On leur coupe la queue pour pas qu'ils se la bouffent eux-mêmes. Oui. C'est pour ça qu'ils l'ont fait bouchon. Parce que vous buvez en plus. Bah oui. Il est marrant. Merci, monsieur Denisard. Hein, merci, parce que c'était une consultation délicate. Hein. Vous parlez aux arbres, vous parlez aux cochons aussi? Non, je parle pas aux cochons. Non. Il faut toujours parler aux bêtes. Non, moi, il y a très peu de cochons. Enfin, il y en a au Bois de Boulogne, mais avec des bas. Qu'est-ce qu'on leur dit? Salut Philippe. Pourquoi les cochons se lèchent la queue? La question, c'est une question que je pose. Et eux, ils peuvent. Parce qu'ils peuvent, eux. C'est le moment toujours redoutable et redouté de la honte de l'invité d'honneur. Quand j'étais gamin, je faisais du patin à glace. Bon. Et comme tous les gamins, forcément, je me suis pris une gamelle. Je me suis pété les deux dents de devant. Les deux dents que j'avais là, en accent circonflexe, c'était terrible. Bon. Et puis j'ai gardé ça pendant longtemps. Et j'ai commencé donc à faire ce métier d'humoriste au Don Camillo. Tout le monde connaît le Don Camillo à Paris. Avec les deux dents de devant pétées en accent circonflexe. Et puis je passe comme ça quelques semaines, quelques mois. Et puis un jour, arrive un dentiste au Don Camillo, le bon docteur Hutt, que tout le monde connaît. Déjà? Encore lui, oui. Qui me dit, vous pouvez pas continuer le métier comme ça, avec les deux dents de devant pétées en accent circonflexe, c'est pas possible. Venez demain matin dans mon bureau, dans mon cabinet, je vais vous arranger ça. Je vais vous donner un sourire éclatant. Le fait est que maintenant j'ai un sourire éclatant, mais bref, je me pointe au cabinet du dentiste
il me dit, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer les 2 dents pourries que vous avez là, on va les remplacer par 2 dents en résine provisoire, le temps qu'on ait les définitives. Vous êtes d'accord? Je dis, moi, ça tombe très bien, parce que j'ai un spectacle ce soir aux Deux Alpes. C'était d'ailleurs un spectacle que je prenais ma voiture, je devais aller aux Deux Alpes à 21h ce soir. C'est parfait, comme ça, ça va changer ma vie, c'est formidable, je suis très content. Aussitôt dit, aussitôt fait, il remplace les 2 dents pourries par 2 dents en résine provisoire, et je me tire, au revoir. Et le soir, à 21h, j'entre en scène et j'ai dit bonsoir à tous. Et sur le tous, là, la première dent qui fout le camp. Là, ça a été terrible. Alors les gens morts de rire, là, comme vous, parce qu'ils disaient, putain, ce mec-là, il est vachement drôle, il se fait péter une dent pour faire ma République, il faut déjà le faire, ça. Le problème, c'est pour les sketchs, les imitations, et puis les chansons, surtout les sketchs. Hein, c'est pour facile de faire les sketchs avec une dent en moins. C'est horrible. Mon pianiste, qui se marrait jamais, parce qu'il en avait marre de mon tour, qu'il avait vu 1000 fois, était sous le piano, mort de rire. Et moi, j'étais désespéré, va chercher une dent dans le public, toi, c'est pas évident. J'avais une honte. Tu sais, c'est terrible, t'as le trou là au milieu. Je dis, il faut que je sauve la situation d'urgence, c'est pas possible. Et j'ai dit, je vais faire La Mouche et le Bourdon. À l'époque, tu sais, je faisais un sketch, La Mouche et le Bourdon. Je dis, ça va sauver le spectacle, ça va relever. Je respire un grand coup pour envoyer la mouche, et là, j'envoie la 2e dent. Là, j'avais donc devant là un trou. C'était une horreur absolue. Ça a été terrible, vous savez. Alors, je suis revenu le soir même, le lendemain matin, je veux dire, je suis revenu au cabinet du dentiste. J'ai dit, docteur, c'est terrible, regardez, c'est pas possible ce que c'est. Il dit, rassurez-vous, c'est arrivé à Brel et Aznavour, alors taisez-vous. Voilà, j'ai plus rien pu dire. Voilà. C'est authentique, hein. La honte. Bah, dites, le jour où le plafond s'est effondré, c'était pas mal. Bah, ça, c'était dans un cabaret des Champs-Élysées. Jean Amadou était directeur artistique de ce cabaret. Et il passe plusieurs numéros avant moi. Jean me présente maintenant, voici Michel Leb qui arrive, tout content. J'arrive en scène, je fais bonsoir, et tout ça va. Et tout le plafond en stuc qui était là au-dessus du public, juste au-dessus, là, comme ici par exemple, hein, tout d'un coup, s'est effondré. Il y avait 200 personnes sous les plâtres, mais ça a été cataclysmique. C'était un tsunami. J'ai jamais vu un truc comme ça. Les gens, ils hurlaient. Il n'y a eu aucun blessé, Dieu merci. Et tout le monde s'est relevé, alors blanc, plein de plâtre, etc. Moi y compris, parce que moi aussi j'ai pris. Enfin, ça a été, donc le spectacle a duré un jour seulement, donc il n'y a eu qu'une soirée, qu'une représentation. Et le lendemain, dans France Soir, j'oublierai pas, Michel Leb casse la baraque. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Dernière citation de M. Vérin de Liège qui a dit, pour faire un mauvais musicien, il faut au moins 5 ans d'études, tandis que pour faire un mauvais comédien, il faut à peine 10 minutes. Qui a dit ça? Michel Legrand? Des proches? Non. Sacha Guitry? Non. Coluche. C'est Coluche. Ah, oui. Bonne réponse de Vincent Perrault. Et c'est Bernard Mabille qui va raconter l'histoire qui vaudra à monsieur Eudens d'Awance en Belgique à la fois 100 € et le nouvel almanach des grosses têtes. Alors un homme rentre de son travail avec un robot détecteur de mensonges. Son fils de 12 ans rentre avec 2 heures de retard dans l'école. Tu étais où pendant ce temps-là? J'étais à la bibliothèque pour préparer un devoir. Le robot se dirige vers le fils et lui assène une claque. Mon fils, ce robot est un détecteur de mensonges, tu ferais mieux de dire la vérité. Ouais, papa, j'étais chez un copain et nous avons regardé un film, Les 10 commandements. Le robot assène de nouveau une claque au fils. Bon, en fait, papa, c'était un film porno. Ah, j'ai honte de toi, à ton âge, je ne mentais jamais à mes parents, dit le père. Le robot se dirige vers lui et le renverse de sa chaise. La mère, qui réprime difficilement un fou rire, ne peut s'empêcher de dire « Après tout, il est bien le fils de son père, hein ?» Et le robot se rue sur la mère et l'assomme. Voilà, un grand merci à Michel Leb d'être venu parler des 12 hommes en colère qui lui permettent de retrouver un rôle fétiche, une pièce qu'il aime, et à nous de le revoir au Théâtre de Paris. Merci, bravo, à demain.